c'est notre première séance. La matière, donc, introduction à l'étude du droit. Et donc, je vous souhaite la bienvenue. On a démarré un peu tardivement, mais donc, alors, le cours, en 2 mots, donc, sera dispensé donc, tout au long des séances qu'on passera ensemble sous forme donc, de vidéos exposées que je vous explique. Et puis parallèlement, vous aurez un support de cours version papier. Et ce volet théorique sera bien sûr donc complété par un autre théorie, un autre volet comportant des exercices sous forme justement de QCM et aussi de cas pratiques pour vous permettre justement donc de bien comprendre le cours. Et à la même occasion, donc, je vous invite chaque fois que vous n'avez pas bien compris quelque chose de me le signaler, vous me le faites savoir, donc soit donc verbalement, soit par écrit. Et donc alors à ce moment-là, je répondrai à vos questions et à vos interrogations. Alors l'introduction à l'étude du droit, c'est quoi? Donc alors on commence par une terminologie. Donc, alors, la matière, donc le mot droit veut dire quoi? Alors, pardon, donc, alors le mot droit, excusez-moi, donc ça ne s'en va pas. C'est toujours la même. Pardon, excusez-moi, donc il y a un petit ennui technique. Alors, le mot droit, oui, vous m'entendez, monsieur Trirache? Oui. Oui, monsieur, Oui, j'arrive à vous oui, entendre parfaitement. c'est bon. Alors, donc pour le cours, donc je commencerai par une petite définition du mot droit. Alors, en langue française, le terme droit a deux significations. Donc, alors, la première signification, c'est le droit qui s'écrit toujours au singulier et qui est l'ensemble donc des règles impersonnelles qui régissent et qui gouvernent les rapports des hommes en société et qui s'imposent aux besoins par la contrainte. C'est-à-dire en cas de non-respect donc du droit, on subit donc des sanctions. Alors cette première signification, c'est celle du droit objectif, c'est-à-dire l'objet du droit. Et le mot qui correspond en langue arabe, c'est le qanoun. Et puis en anglais, le terme utilisé, c'est law, L-A-W. Alors, la deuxième signification du mot droit, et cette fois-ci, le terme s'écrit au pluriel, c'est l'ensemble donc des prérogatives dont dispose, dont bénéficie un individu, donc soit sur des objets, soit à l'égard donc d'autres individus. Et exemple, c'est le droit de propriété, donc sur une chose, ou le droit de créance qu'a un créancier à l'égard donc de son débiteur. Alors, ce deuxième terme au pluriel est, est constitué de ce qu'on appelle les droits subjectifs. Or, malgré donc
différence, donc ce qu'on appelle en arabe الحقوق الشخصية et en anglais right. Donc malgré donc cette distinction, alors on constate que l'ensemble donc des droits subjectifs nous parviennent ou ont leur fondement dans justement le droit le droit objectif. Alors, exemple de droit subjectif, le droit de propriété. Donc ça, c'est un droit subjectif. Alors, exemple de cette liaison entre droit objectif et droit subjectif, c'est que du point de vue droit objectif, la loi fixe la majorité légale à 18 ans révolus et lorsqu'un individu donc atteint accomplit les 18 ans, alors à ce moment-là, il peut exercer donc un certain nombre de droits subjectifs dont il a joui jusqu'à maintenant. Alors, il y a également un autre terme, le droit positif. Alors, le droit positif, c'est entendu au sens donc de droit objectif, donc l'ensemble des règles de droit qui sont en vigueur et qui s'appliquent dans un état déterminé à un moment donc donné. Alors, par exemple, donc tous les droits, tout le droit objectif marocain qui est en vigueur en ce moment constitue ce qu'on appelle le droit positif. Or, les droits, donc le droit objectif, varient ou changent d'un pays à un autre. Donc, si vous comparez le Maroc et l'Algérie, le Maroc et la France, le Maroc et les États-Unis, vous allez pouvoir constater que chacun de ces États a un droit objectif qui ressemble ou qui ressemble plus ou moins ou pas du tout à notre droit. Et à l'intérieur même donc d'un même État, le droit objectif peut varier donc au fil du temps. Alors, si je donne, on prend le cas du droit objectif marocain, alors donc le droit objectif marocain donc des années du début de l'indépendance est différent justement de droit objectif en vigueur actuellement. Donc il y avait donc une mise à jour, si vous voulez, une actualisation des règles de droit pour pouvoir se conformer à l'évolution donc économique, sociale, politique du pays. Alors, on a également donc une autre idée fondamentale concernant le terme droit, c'est la distinction, la séparation entre ce qu'on appelle droit public et droit privé, et qui a aussi une assise géographique territoriale, puisqu'on a ce qu'on appelle un droit public international et un droit privé international. Alors le droit public, notamment donc interne ou national, c'est l'ensemble donc des règles de droit. Donc c'est une distinction d'origine romaine et qui permet de caractériser chacune de ces disciplines, donc le droit public et le droit privé, en leur attribuant donc des caractéristiques particulières et distinctives. Alors, cette distinction est fondamentale dans la mesure où, premièrement, donc, chacune contient des règles différentes. Et deuxième chose, concernant les conséquences juridiques que cette distinction entraîne, c'est notamment en matière de compétences de juridiction. C'est-à-dire selon la nature de la matière, la juridiction compétente est différente, etc. Alors pour le premier volet de cette distinction, donc droit interne et droit international. Alors le droit interne, ou national, c'est le droit qui s'applique à l'intérieur du territoire ou des frontières, sur le territoire et à l'intérieur des frontières d'un État. C'est à ce titre qu'on parle de droit marocain, de droit français, de droit américain, droit algérien, etc. Et puis, sur la scène internationale, concernant les relations internationales, soit donc entre
les sujets, les États et les organisations internationales ou entre les États d'un côté, les organisations de l'autre. Alors à ce moment-là, on parle d'un droit international donc qui transcende et qui dépasse les frontières de chaque État. Lorsque les relations concernent des États souverains ou d'un côté ou les États souverains et les organisations internationales, comme par exemple l'ONU, l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine, alors à ce moment-là, on parle de droit international public. Lorsqu'il s'agit de relations entre individus ou des relations entre entreprises ayant des nationalités différentes, donc chacun ou chacune appartient à un État, alors à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle le droit international privé. Lorsque, par exemple, un Marocain se marie à une Française ou inversement, donc un Français qui se lie par une relation de mariage à une Marocaine. Alors le droit applicable ici, donc c'est le droit international euh, euh, privé. Alors, sur quoi est fondée donc cette distinction droit public et droit privé, notamment à l'intérieur des frontières d'un État? Alors, elle est fondée sur un certain nombre d'éléments. Alors, le premier élément est relatif aux personnes auxquelles s'applique ce droit et également son contenu. Donc, concernant les personnes auxquelles s'applique le le droit public, alors il s'agit essentiellement donc, de ce qu'on des personnes publiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par personnes publiques? C'est essentiellement l'État, qui est la personne publique par excellence, donc numéro un, suivi des collectivités territoriales, que sont la région, les préfectures et provinces et les communes. Et en plus donc des collectivités territoriales, on a également les établissements publics. Donc ce sont là la population de ce qu'on appelle les personnes publiques, constituées essentiellement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Alors, à l'inverse, donc le droit privé, lui, s'applique chaque fois qu'on a des relations qui unissent donc des particuliers, des individus ou des collectivités privées. Donc une relation entre deux commerçants ou deux personnes, deux individus qui se marient, c'est du droit privé. Il peut s'agir donc de collectivités privées, par exemple les associations, ou les entreprises sous forme de société. Une salle qui entre en relation avec une SA, etc. Donc, ce sont là donc des personnes privées qui nouent des relations d'affaires et qui vont être régies par ce qu'on appelle le droit privé. Alors, on verra plus tard que chacune de ces deux familles de droit, public et privé, contient un certain nombre de disciplines régissant donc des secteurs d'activité déterminés. Alors, ça, c'est le premier élément. Donc, le premier élément, fondant la distinction droit public et droit privé, tient aux personnes concernées. Le deuxième élément qui fonde la distinction droit public et droit privé, c'est concernant donc le contenu même du droit et la finalité. Alors, le droit public, généralement, il repose sur l'idée de l'intérêt général ou l'intérêt public, par opposition aux intérêts particuliers, aux intérêts privés, qui sont donc qui concernent les individus et les personnes privées. Donc, la caractéristique justement de des règles de droit public et en raison justement de l'idée de l'intérêt général, que c'est donc un droit qui est inégalitaire. Autrement dit,
Et ceci en vertu de l'idée selon laquelle l'intérêt général passe avant et prime sur l'intérêt privé. Alors, je donne un exemple justement de la primauté de l'intérêt général par rapport à l'intérêt privé. C'est que vous avez le droit de propriété, qui est un droit fondamental reconnu par la Constitution donc aux particuliers. Et c'est un droit donc dont la portée est très importante. Et la seule limite qui peut être apportée à ce droit, par exemple l'exproprié, c'est au nom de l'intérêt général, de justement le mécanisme juridique de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ici, donc, alors, on a un droit privé qui est reconnu et consacré par la Constitution, mais qui peut être limité dans son existence et même dans son exercice par l'idée de l'intérêt général. Donc, c'est l'intérêt général qui fonde le droit public et qui fait qu'il passe avant toute considération d'intérêt privé. Or, le droit privé, lui, donc, repose sur l'idée de l'égalité et donc repose sur l'égalité entre l'intérêt des particuliers. Autrement dit, un individu ne peut s'engager vis-à-vis d'un autre que, par exemple, grâce au procédé contractuel, en raison du principe de l'égalité juridique entre individus. Donc un individu ne peut pas ou ne peut imposer sa volonté à un autre individu. Donc il faut qu'il y ait son consentement. Et justement, le consentement repose sur cette idée donc de l'égalité entre les personnes privées, donc les intérêts privés. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le droit public et le droit privé, ce sont donc des mots ou une terminologie générique qui, au sein de laquelle on trouve donc des disciplines pour chaque secteur déterminé. Alors, pour le droit public, donc il est composé essentiellement, donc là je me contente de citer uniquement les disciplines les plus en vue. Alors, vous avez le droit constitutionnel, c'est l'ensemble des règles relatives à la forme de l'État et également qui prend en considération la constitution du gouvernement, les pouvoirs publics, les rapports entre les différents organes de l'État. Par exemple, d'un côté, le chef de l'État, le Parlement, donc organe législatif, et le gouvernement, organe exécutif, etc. Alors, le droit constitutionnel a son équivalent en langue arabe, Qanun Dusturi. Et vous avez la deuxième grande discipline de droit public, c'est le droit administratif. Or, comme son nom l'indique, il s'agit d'un droit qui, premièrement, s'applique ou régit l'organisation et l'activité de l'administration publique. Donc, toute l'organisation des collectivités publiques et des services publics, ainsi que leur rapport avec les particuliers. Donc, tous ces aspects, toutes ces questions font partie ou constituent ce qu'on appelle le droit administratif, dans l'équivalent en langue arabe, le qanoun al-idari. Alors, la troisième grande discipline de droit public, c'est le droit financier, ou autrement dit les finances publiques. Alors, il porte sur toutes ce qui concerne les règles relatives aux finances publiques, donc à l'argent public, autrement dit l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses des personnes publiques, donc les recettes et les dépenses publiques. Et à l'intérieur donc de droit financier, vous avez tout ce qui concerne la fiscalité, le droit fiscal, le droit budgétaire, etc. Alors, c'est droit financier, le qanun al-mali en langue arabe ou le malia toujours en langue arabe. Alors, de l'autre côté, le droit privé, à son tour, donc, contient un ensemble donc, de disciplines juridiques et qui concernent donc plusieurs branches et plusieurs secteurs d'activité. Là aussi, je me contente de vous énumérer quelques-unes, quelques disciplines. Alors, vous avez le droit civil,
le Qanun al-Madani, ou ce qu'on qualifie donc de droit commun, parce qu'il est à la base donc de toutes les disciplines de droit privé. Donc, le droit civil est formé de règles relatives aux personnes, aux biens, à la famille, au contrat, à la responsabilité, etc. Par exemple, en matière de mariage, en matière de succession, donc question d'héritage, tout ce qui concerne la filiation, tout cela relève du droit civil. Vous avez la deuxième grande discipline de droit privé, c'est le droit commercial. Alors, il est constitué donc, ce qu'on appelle en langue arabe le Qanun Tijari, il est constitué donc de l'ensemble des règles applicables à l'exercice de l'activité commerciale ou aussi aux professionnels de l'activité commerciale, autrement dit les commerçants, qui peuvent être donc des personnes physiques comme vous et moi ou donc des personnes morales, notamment les sociétés commerciales par la forme. Alors, donc, vous avez le droit du travail. Alors, le droit du travail, lui, il concerne, où il régit les rapports entre employeurs donc, du secteur privé et les salariés à l'occasion donc des relations soit individuelles, soit collectives du travail. Donc, tout ce qui concerne les relations professionnelles à l'intérieur des entreprises. Alors, bien sûr, ce sont là donc des disciplines de base qui ont donné naissance par la suite, au fil donc et grâce à l'évolution économique, sociale, etc., à d'autres disciplines, par exemple en matière de droit public. Donc, le prolongement du droit administratif, c'est le droit de l'urbanisme. Vous avez également donc euh, le droit de, des biens, des biens publics, etc. La même chose donc concernant le droit privé. Alors, vous avez donc des disciplines euh, juridiques beaucoup plus spécialisées. Vous avez par exemple le droit des affaires qui a tendance à se substituer au droit commercial. Vous avez donc le droit successoral, le droit judiciaire, etc. Autrement dit, un phénomène de spécialisation donc de disciplines juridiques qu'on constate aussi bien pour le droit public que pour le droit privé. Or, donc cette distinction est en quelque sorte perméable, puisque donc il n'y a pas de ligne de démarcation qui est étanche et qui sépare donc intégralement les deux disciplines, droit public et les deux champs donc juridiques. Alors, à titre d'exemple, on a des disciplines juridiques qu'on peut considérer comme mixtes, c'est notamment le droit pénal. Donc, ces disciplines sont caractérisées donc, par leur caractère mixte ou hybride, puisque par certains de leurs aspects, elles ressemblent au droit public et par d'autres aspects, ils appartiennent donc au droit privé. En matière de droit pénal, lorsque une personne est victime d'un vol, donc ici on est dans la sphère du droit privé. Donc aussi bien la victime que l'auteur du vol sont des personnes de droit privé, donc des particuliers. Et justement, donc le volet public est présent grâce justement à ce que donc toute la procédure d'enquête, la procédure du jugement et la procédure donc d'incarcération de l'auteur du vol font partie de la sphère privée, puisqu'il va être donc l'enquête, c'est le fait de l'État par le biais justement des autorités de police. Lorsqu'il va être traduit en justice, donc c'est devant des tribunaux, donc aussi de l'État. Et lorsqu'il va être condamné à purger sa peine, il va la purger donc dans les établissements pénitentiaires donc de l'État.
Et donc, comme on peut le constater, donc c'est le droit pénal et l'exemple type donc d'une discipline juridique qui est mixte. Deuxième exemple justement de cette perméabilité de la séparation droit public et droit privé, c'est que ces dernières années, donc au fil des années, un mouvement donc de pénétration du droit public dans le domaine privé et inversement donc du droit privé dans la sphère publique. Donc c'est accéléré. Alors je vous donne l'exemple très simple, c'est que certaines prestations de services publics, donc dans notre ville de Casablanca, la distribution d'eau, d'électricité et de l'assainissement liquide. Donc cette activité est constitutive de services publics qui, en principe, relèvent de la municipalité, de la commune, qui est une personne publique. Or, dans l'état actuel des choses, c'est que donc cette activité est assurée par une personne de droit privé, donc une société par action, en l'occurrence la LIDEC, donc qui est une personne privée. Autrement dit, désormais, on a une personne privée qui gère une activité ou un service public, donc d'intérêt général. Et inversement, donc on a les personnes publiques qui utilisent des procédés de droit privé qui sont en cours dans le droit privé. Là, donc, je vous donne comme exemple, donc là, toujours la commune de Casablanca qui utilise les procédés pour la gestion donc, de certaines de ses activités, de ses attributions. Elle utilise le procédé juridique de société. Vous avez les sociétés de développement local, par exemple, qui sont donc des sociétés anonymes. Autrement dit, ils sont créés et fonctionnent de la même manière que les SA de droit privé, sous réserve donc de quelques dérogations en raison de la présence justement donc d'actionnaires de droit public. C'est un procédé de droit privé qui est utilisé par une personne publique ou toujours la commune de Casablanca qui peut engager du personnel en utilisant donc le procédé contractuel donc de droit privé, donc le droit du travail. Donc il peut y avoir, et alors à ce moment-là, dans le personnel, donc parmi le personnel en exercice au sein de la commune, on peut avoir donc des salariés qui sont régis par le droit du travail. Donc, ce sont là deux exemples qui témoignent justement de ce double mouvement donc de privatisation du droit public et d'un autre côté, donc un mouvement inverse, une publicisation donc du droit privé. Alors, le deuxième volet donc, de cette introduction générale portera, lui, sur les sources du droit. Autrement dit, d'où viennent les règles de droit, quelles sont leurs sources ou leurs origines. Alors, les sources sont relativement nombreuses, elles sont variables et elles n'ont pas la même importance selon un principe connu en matière de droit, celui de la hiérarchie des normes juridiques. C'est-à-dire il y a des règles de droit ou des normes juridiques qui sont supérieures par rapport ou inférieures par rapport à d'autres normes et à d'autres règles de droit. C'est ce qu'on va essayer donc à travers en vous présentant les sources donc du droit. Alors, il y a plusieurs manières donc de classer ces sources. Donc, vous avez des sources écrites, des sources non écrites, des sources internes et des sources externes, des sources principales et des sources secondaires. Donc, je vais retenir donc la classification donc la plus fréquente, à savoir donc la distinction source interne et ou nationale et sources externes ou internationales. Donc, parmi les sources internes, on trouve au sommet, donc la première norme juridique, c'est la Constitution. Or, la Constitution, qu'on appelle en arabe Dostor, il constitue
la loi fondamentale ou ce qu'on appelle donc la norme juridique suprême. Du fait que son respect s'impose à tous, c'est-à-dire toute personne publique ou privée, quel que soit son statut social, politique, est tenue donc de respecter la Constitution. Le chef de l'État, au même titre qu'un ministre ou une entreprise ou un particulier, tous donc sont tenus de respecter la Constitution. Et la Constitution s'impose donc à tous. Alors, c'est quoi la Constitution? Donc, c'est un document euh, assez souvent écrit et qui contient donc un ensemble de règles et de normes ayant pour objet d'organiser le fonctionnement de, de l'État. Alors, dans la Constitution, on trouve un certain nombre de questions, comme par exemple les droits et les libertés fondamentaux, donc reconnus aux individus et aux groupements. On y trouve également l'organisation des pouvoirs, donc des organes de l'État, c'est-à-dire le chef de l'État, l'organe législatif, le Parlement, l'organe exécutif, quels sont les pouvoirs de chacun de ces organes, comment sont organisées les relations entre ces organes, etc. Or, le Maroc a connu plusieurs constitutions, donc dont l'actuelle, donc celle en vigueur, il date du 29 juillet 2011, qui a été adoptée par référendum le 1er juillet 2011. Et c'est parmi donc, les constitutions marocaines, c'est celle qui contient le plus d'articles, donc la plus prolifique, puisqu'elle comporte 180 articles. Alors, vous avez la deuxième source, elle est un peu particulière à l'ordre juridique marocain. Il consiste dans le dahir royal. Le dahir royal, donc c'est une décision, c'est un texte donc, qui émane du roi, puisque celui-ci donc, a un pouvoir de créer le droit. Et donc ce pouvoir, il va l'exercer par dahir. Alors, la particularité du dahir, c'est qu'il peut être ou une mesure individuelle, par exemple, le, le destinataire donc, du dahir peut être un individu ou un groupement d'individus, comme par exemple le droit de grâce, lorsque à l'occasion donc, de certains événements, le roi gracie donc, des personnes condamnées par la justice. Or, le dahir peut également avoir une portée ou il peut être une mesure d'ordre général. Ainsi, par exemple, le roi, par dahir, peut déclarer l'état d'exception. C'est également par dahir que le roi peut déclarer donc l'état de guerre. C'est également par dahir que le roi promulgue les textes de loi votés par le Parlement. On a ensuite, donc troisième source, c'est la loi, ce qu'on appelle donc au sens strict du terme, tshri', c'est-à-dire une règle de droit qui est d'ordre général, impersonnel et permanente et qui est produite par le Parlement. Donc c'est le critère, on a ici. Donc les deux critères de la loi, le critère matériel, à savoir donc c'est une règle qui est de droit impersonnel et général, et puis le critère ou l'élément organique, c'est-à-dire qui produit ou qui vote la loi, à savoir le Parlement. Alors, l'actuelle Constitution a élargi donc de manière très sensible le domaine de la loi, donc notamment donc l'article 71 de la Constitution, qui contient donc des matières qui sont qui relèvent intégralement donc du législateur.
Et donc, c'est les principes fondamentaux pour énormément donc, de matières. Et c'est, par exemple, tout ce qui concerne les lois de finances, les lois programmes, etc. Alors, cette loi qui est votée par le Parlement, donc peut ou il passe généralement par plusieurs étapes, ce qu'on appelle la procédure législative. C'est-à-dire comment une loi naît et par quel processus donc il passe pour finir par avoir la forme d'une loi finale qui est exécutée. Alors, c'est la procédure législative qui est composée donc des étapes suivantes. Alors, il y a la première étape, c'est l'initiative, c'est-à-dire qui a l'initiative ou l'idée de créer la règle de droit. Alors, l'initiative appartient donc soit au gouvernement, soit au, au Parlement. Alors, lorsque c'est le gouvernement, notamment par le biais de son chef, donc le chef du gouvernement, alors on parle à ce moment-là donc d'un projet de loi, مشروع قانون, qui est délibéré en conseil des ministres. Soit l'initiative appartient alors à ce moment-là au Parlement, donc soit la Chambre des conseillers ou la Chambre des représentants. Alors à ce moment-là, l'initiative s'appelle proposition de loi, Moqtarah Qanun. Donc ça c'est la première grande phase. Donc alors, ce qui est également nouveau, donc grâce à la nouvelle constitution, c'est que le peuple peut être à l'origine de la règle de droit. Donc, à ce moment-là, la règle ou le projet, et s'il est donc adopté et parrainé donc par le Parlement, donc ce qu'on appelle les dames l'araïd, alors à ce moment-là, donc le alors à ce moment-là, donc les motions, donc le Parlement notamment donc peut, euh, peut prendre donc à sa charge une, une telle proposition et donc qui deviendra à la fin donc une loi. Donc ça c'est la troisième, si vous voulez donc manière ou c'est la troisième forme donc le type d'initiative donc d'une loi. Alors, le projet ou la proposition donc, de loi, il est successivement donc soumise à la discussion et à l'examen par les deux chambres du Parlement, à l'intérieur des organes restreints qu'on appelle les commissions parlementaires spécialisées. Et immédiatement après, donc, alors, il est voté donc, à la fois par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Alors, si donc les deux chambres doivent voter donc le même texte, c'est-à-dire un texte de loi qui doit avoir le même contenu. Donc, il ne devrait pas y avoir de divergence entre le contenu, entre la version votée par la première chambre et celle votée par la deuxième chambre. En cas de désaccord, alors à ce moment-là, on retient la version donc du texte qui a été examiné par la Chambre des représentants. Donc, il appartient donc à la Chambre des représentants de statuer définitivement sur le texte examiné. Alors, il y a un contrôle qui peut être exercé sur le texte, sur le texte donc de loi par le juge constitutionnel, autrement dit la Cour constitutionnelle. Mais c'est une éventualité. Donc, après le contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire qui consiste à vérifier est-ce que le projet ou la proposition de loi
est conforme et respecte la Constitution ou non. Alors, ensuite vient donc la phase, l'avant-dernière phase, c'est la promulgation du texte par le roi qui, selon la Constitution, dispose d'un délai de 30 jours pour promulguer une loi, donc après son contrôle par la Cour constitutionnelle. Donc, une fois cette condition, enfin cette étape ou cette condition est remplie, alors à ce moment-là, on passe à la phase finale, l'étape finale, c'est celle de la publication, c'est-à-dire mettre au courant la population de l'existence d'une nouvelle loi et la publication se fait au bulletin officiel, donc le Jarida al-Rasmiya. Donc, une loi, donc, selon la Constitution, ne peut être mise en application qu'une fois publication. Autrement dit, la publication n'est pas une simple formalité, c'est même une condition d'existence de, de la loi. Donc, une loi qui n'est pas publiée, elle ne peut pas être mise en application. Et donc, la loi, en principe, lorsqu'il est publié, il va donc commencer à produire ses effets. C'est-à-dire, si donc la loi est publiée aujourd'hui, donc il commencera à s'appliquer à partir d'aujourd'hui et pour plus tard, donc pour le futur, il ne pourra pas s'appliquer pour de manière donc en arrière pour la période d'avant. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de la non-rétroactivité de la loi. En arabe, Adam Rijiyat al-Qanoun, c'est-à-dire que la loi ne peut produire ses effets que maintenant et postérieurement, jamais de façon antérieure. Alors, pour la loi, donc au sens strict du terme, donc peut être classée donc en plusieurs sortes de lois. Alors, vous avez premièrement, donc selon là aussi leur importance, ce qu'on appelle la loi organique. Alors, c'est une loi qui est votée par le Parlement pour préciser l'été la Constitution donc dans des matières qui sont limitativement énumérées par la Constitution. Et elles sont soumises donc, au contrôle automatiquement et au contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle avant leur promulgation. Vous avez donc certaines lois organiques prévues par l'actuelle Constitution. Euh, Par exemple, tout ce qui concerne, donc vous avez la loi organique concernant le droit à l'information. Donc il y a certaines lois organiques prévues par la Constitution qui ont été votées et mises en application. Il y a d'autres lois organiques, malheureusement, donc prévues par l'actuelle Constitution, mais qui n'ont pas encore vu le jour. C'est essentiellement donc, le droit de grève. Donc, le droit de grève qui est prévu dans par l'article 29 Constitution. Donc, il y a donc l'idée donc, que l'exercice de ce droit, donc les conditions et les modalités de son exercice, vont être précisées par une loi organique qui, de nos jours, n'est pas encore votée. Là, on a en deuxième lieu la loi ordinaire ou la loi parlementaire, c'est-à-dire celle qui est adoptée par le Parlement dans les matières qui sont définies par l'article 71 de la Constitution. Alors, puis on a finalement donc le décret-loi. Alors, le décret-loi, c'est un texte qu'on qualifie de mixte ou d'hybride parce qu'il est fait par le gouvernement, donc très souvent pour une application rapide de sa politique, mais avec l'autorisation du Parlement, donc dans le domaine législatif. Autrement dit, c'est un mécanisme juridique qui permet, donc de collaboration, qui permet au gouvernement d'intervenir dans le domaine législatif. Alors, sauf que donc, pour que ce décret-loi puisse avoir donc, le caractère ou la version législative, donc il doit être ratifié par
postérieurement par le Parlement. Alors, au-dessous de la loi, on a ce qu'on appelle les règlements. Alors, le règlement ou les règlements, c'est l'ensemble des textes qui émanent de l'organe exécutif. Autrement dit, du gouvernement et ses représentants territoriaux. Alors, donc, également, c'est comme pour la loi, ils ont une portée générale et impersonnelle. Donc, ça, c'est le point de vue matériel. Et qui sont l'œuvre d'une autorité administrative, soit au niveau national, soit au niveau infranational dans son domaine de compétence. Donc, c'est le sens organique. Alors, le règlement a une valeur juridique inférieure à celle de la loi. Si la loi est soumise au contrôle de constitutionnalité, donc par la Cour constitutionnelle, le règlement, lui, fait l'objet d'un contrôle donc de légalité par le juge administratif. Donc, un règlement, quel qu'il soit, donc, peut être contesté devant le juge administratif. Alors, sur le plan organique, on distingue donc, par ordre d'importance et de hiérarchie, donc le décret, qui est un texte émanant du chef du gouvernement. Et puis, lorsque une question intéresse plusieurs ministres, et au lieu que chaque ministre, donc séparément, prend une décision, alors les ministres concernés peuvent prendre un seul et même texte. Et alors, à ce moment-là, on parle d'arrêté interministériel. Donc, c'est un texte qui émane de plusieurs ministres en même temps et concernant une question précise ou ministérielle. Donc, puis vous avez l'arrêté ministériel, c'est que chaque ministre dans le domaine de compétences qui lui appartient, donc agit par arrêté. Et donc, étant donné que c'est un arrêté qui émane du ministre, alors on le qualifie d'arrêté ministériel. Alors, au niveau infranational, notamment au niveau territorial, vous avez le wali, donc représentant de l'État, au niveau de la wilaya. Donc, il peut agir par arrêté, donc arrêté du wali. Et dans les provinces et les préfectures, donc le représentant de l'État, à savoir le gouverneur, lui aussi agit sur le plan juridique par un arrêté qu'on qualifie de gubernatorial. Alors, en donc de cette hiérarchie, vous avez donc le chef de l'administration communale, autrement dit le président du conseil communal, qui peut également, dans le domaine de compétences qui lui appartient, agir par arrêté et qu'on qualifie d'arrêté communal. Parfois, on peut trouver donc l'adjectif municipal. Donc, arrêté communal ou arrêté municipal veulent dire la même chose et sont donc des synonymes. Alors, ce sont là donc des sources qu'on peut qualifier d'écrites et surtout de sources principales. Alors, qui sont complétées par d'autres sources plus ou moins importantes, donc qualifiées de secondaires. Là, on a en premier lieu la jurisprudence, ou ce qu'on appelle donc en arabe l'ijtihad al-qada'i. Donc, c'est l'ensemble des solutions qui sont contenues ou constituées à partir des décisions qui sont rendues par les différentes juridictions à l'occasion donc des litiges. Alors, ici, le juge ne se contente pas uniquement d'appliquer la loi, de veiller donc au respect de la loi, mais il contribue de manière indirecte de créer donc la règle de droit, soit en la complétant, soit donc en suppléant donc une loi qui fait défaut. Alors, comment ça se passe? Alors, généralement, lorsque un juge a entre les mains un litige quelconque, donc il est obligé justement d'y trouver, de le solutionner, donc de trouver une solution au litige en question. Alors, si rien donc n'est prévu dans les constitutions,
Alors, il doit faire un effort de réflexion, donc de synthèse et donc même donc de réflexion et de recherche pour pouvoir chercher soit dans des ordres juridiques ou dans des systèmes juridiques étrangers qui ressemblent aux nôtres pour pouvoir justement élaborer une solution. Alors, lorsqu'on a une accumulation des décisions dans le même domaine, et alors à ce moment-là, on dit que cette solution font jurisprudence. Et ainsi, donc le législateur peut s'inspirer donc de décisions de justice, soit pour compléter une loi, soit justement pour combler un vide juridique. Donc, si une loi en la matière fait défaut. Donc, vous avez donc une autre source supplémentaire, à savoir la coutume, l'orf, ou donc appelé aussi usage ou US. Et, et c'est une pratique qui est donc générale et prolongée dans le temps. Donc, pour que la coutume puisse être considérée comme une règle de droit et produire les mêmes effets qu'une règle de droit, doit remplir, si vous voulez, deux conditions importantes. Alors, premièrement, une condition matérielle objective qui consiste à ce que il y ait une répétition donc des situations et d'événements dans le temps, donc une espèce de régularité. Et la deuxième condition d'ordre subjectif ou intentionnel, c'est que les individus ou les groupements d'individus acceptent donc cet usage dans leurs relations, les relations juridiques qu'ils nouent. Alors, la coutume, donc il y a certaines, les coutumes n'ont pas toutes la même portée. Donc, il y a sur le plan géographique, il y a, si vous voulez, donc donc des coutumes de portée locale, portée régionale ou parfois portée euh, nationale. Alors, il y a une règle, enfin, une règle très importante, c'est qu'une coutume, puisque c'est les complémentaires, donc une coutume cesse de s'appliquer lorsque une loi différente intervient. Autrement dit, la coutume, on l'applique en cas d'absence de loi. Si une loi intervient, alors à ce moment-là, la coutume cesse. Alors, dernière, donc dernière source euh, complémentaire, c'est la doctrine. Alors, la doctrine, c'est l'ensemble des opinions, donc des travaux et des réflexions des professionnels donc, du droit, ce qu'on appelle donc des juristes qui s'expriment donc soit dans des thèses, soit dans des ouvrages, des articles, des notes, etc. Alors, la doctrine, si vous voulez, donc, elle contribue à l'élaboration donc, des règles de droit, puisqu'il permet justement donc d'inspirer et d'influencer à la fois le législateur ou le juge. Alors, troisième, enfin, une autre source que j'ai préféré donc garder jusqu'à donc la fin, c'est la religion. Or, le poids de la religion donc, dans les ordres juridiques varie donc d'un État à un autre. Alors, vous avez dans les États qualifiés de laïcs une séparation entre la vie politique juridique et la religion. Et par contre, dans d'autres États, comme les États arabo-musulmans de manière générale, dont le Maroc fait partie, alors ici, on peut parler donc d'une confusion au lieu de séparation, puisque un certain nombre de règles de droit doivent leur existence justement à la religion, donc aux règles donc de religion.
Je donne un exemple très simple, celui du jeûne, donc du mois de Ramadan, ici chez nous au Maroc. Donc, le, le jeûne, donc c'est une règle de religion, et le non-respect donc du jeûne mangé pendant le mois de Ramadan, bien sûr en public. Alors à ce moment-là, constitue un délit qui est réprimé, donc sanctionné par la loi, la loi pénale. Et la même chose en matière donc, de, de la succession. Alors, tout le régime successoral au Maroc est d'origine religieuse, c'est-à-dire tout ce qui concerne la question d'héritage. Et partiellement aussi ce qui concerne les relations donc, de filiation et la relation de mariage. Donc, ce sont là des questions qui relèvent donc dans une proportion plus ou moins grande de repose sur justement la religion. Alors, la deuxième grande source, catégorie de sources, c'est les sources externes ou les sources internationales. Alors ici, c'est tous il s'agit des traités, des conventions internationales, donc des accords soit bilatéraux qui lient deux États, soit multilatéraux qui lient plusieurs États, ou des conventions donc, concernant les organisations internationales et l'adhésion justement de ces États à ces conventions. Alors, généralement, donc, les accords ou les traités internationaux donc, qui s'appliquent aux États signataires donc, ont des incidences sur le droit interne. Alors, généralement, donc, par exemple, on prend le cas du Maroc, un certain nombre justement donc, de conventions qui ont été ratifiées, traités internationaux qui ont été ratifiés par l'État marocain, ont conduit à réviser donc, de nombreux textes de loi marocains pour pouvoir justement se conformer à ces traités et à ces conventions, parce qu'on estime donc désormais que les traités et accords internationaux et les conventions ont une portée donc supérieure aux lois nationales. Donc une loi nationale ne doit pas contredire un traité ou une convention que le Maroc a ratifié. Donc ainsi se termine, si vous voulez, donc cette introduction, donc cette première séance. Alors la séance prochaine sera réservée justement donc à la règle de droit. Et je vous remercie. Et si vous avez des questions, M. Mouad Trirache, vous êtes encore là? Oui, bien sûr, monsieur. Oui, donc c'est bon. Alors, oui, il y a un petit problème, c'est que il y a sur l'écran, vous avez que l'intitulé qui s'est affiché depuis le début, c'est ça. Oui, exactement. Vous n'avez pas, Que le oui, premier slide. malheureusement, donc, oui, que la première, oui, c'est ça. Donc, malheureusement que l'intitulé, la première diapo, alors, je ne sais pas quel a été pourquoi c'est bloqué, mais donc je vous promets que la prochaine séance, ça va être réglé. Alors, je ne sais Oui, pas si vous avez il n'y a donc pas de des souci. questions. Si vous avez des questions, donc des interrogations. Alors, pour également, j'aimerais bien vous informer, si vous le faites savoir à vos camarades, c'est que vous pouvez, donc il y a une version papier du cours qui sera mise à votre disposition. Donc, le moment venu, vous pouvez donc la retirer au service de photocopie. D'accord. D'accord, mais juste une petite question, monsieur Fadi, s'il vous plaît. Oui, En fait, votre séance n'était pas notée auparavant, en fait, en ce qui concerne l'emploi du temps qui a été affiché sur le site de la faculté, on n'avait pas une séance. On n'avait pas une séance de l'introduction à l'étude de droit. qu'est-ce que vous aviez?
En fait, 22. on avait juste une séance des problèmes économiques et sociaux de 10h15 à 11h30. Et la mienne, ma séance a été 22. programmée pour quelle heure? Non, il n'était pas 27. affiché. Il n'était pas affiché. Ah Test. bon, donc c'est bon. De Test. toute façon, maintenant, la séance est Mhm. enregistrée. Vous pouvez y accéder même plus tard. Et puis après, D'accord. donc, j'essaierai de régler ce problème avec l'administration. Donc, de vous fixer ou de vous n'avez pas donc reçu d'emploi du temps. Non, en fait, la faculté il n'a pas encore affiché un emploi du temps qui regroupe la totalité de la semaine. Mais en Oui. fait, chaque nuit ou je sais pas quoi,